Et on s'intéresse au dépôt de candidatures pour l'élection présidentielle qui ont démarré et se poursuivent jusqu'au lundi 31 août. À 24 heures donc de la date limite des dépôts de dossiers, les candidats à la présidentielle se bousculent à la CEI, Commission électorale indépendante. La plupart des candidats issus des formations politiques significatives du pays ont remis leur dossier à l'institution en charge des élections. Comme en 2015, de nombreuses candidatures indépendantes se sont signalées. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Arthur Banga. Il est historien, analyste politique. Bonsoir Arthur. Bonsoir Ali, bonsoir téléspectateurs. Bonsoir. Kra Bernard, journaliste au quotidien L'Expression. Bonsoir. Bonsoir Ali. César Eto, journaliste directeur général de La Voix Originale. Bonsoir. Bonsoir. Docteur François Collin, journaliste au Nouveau de Réveil. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir Ali. Bonsoir à tous et bienvenue donc. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de suivre ce sujet de Pierre Dipomelin. Ce lundi 31 août 2020, c'est la date limite des dépôts des dossiers de candidature pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Depuis une semaine, les candidats se succèdent devant les secrétaires permanents de la CEI, Commission électorale indépendante, pour la vérification des pièces constitutives des dossiers. L'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire enregistre déjà plus d'une dizaine de dossiers de candidature. Parmi les candidatures, des ténors issus des grands partis politiques venus en fanfare, mais aussi des candidats indépendants arrivés modestement à la CEI, avec des dossiers parfois incomplets pour nombre d'entre eux. Tous croient en une victoire certaine au soir du 31 octobre. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Cette candidature nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance, du dialogue et du développement. Je voudrais donc appeler au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique, la fondation d'une nouvelle nation, la fondation d'une nouvelle ère de progrès, de fraternité, d'unité et de rayonnement international de notre pays. Je suis candidat indépendant. C'est ma deuxième expérience. Est-ce que l'expression de mon visage ne vous inspire pas la confiance? Ça fait quelques décennies quand même que nous sommes abonnés aux querelles. Je crois que les Ivoiriens ont besoin de paix. C'est la candidature de la paix. Je suis candidat parce que je veux changer tout le système. Parce qu'il y a trop de désordre. Je dois retourner ici pour déposer le reste des dossiers dans peu de temps. Le dossier de candidature pour les élections présidentielles est composé de 12 pièces pour les candidats indépendants et de 13 pour les candidats apportés par des partis politiques. Au nombre de ces pièces, la liste des signatures pour les parrainages citoyens en version physique et numérique. Voilà, chers invités, quel est votre point de vue sur cette semaine marquée par le dépôt des candidatures devant la Commission électorale indépendante? Arthur Banga? Ça prouve d'abord qu'on s'approche du moment l'échéance. fatidique, de l'échéance des élections. C'est un dynamisme démocratique qui est encourageant. Après, quand on regarde de plus près, on peut remarquer que la classe politique n'a pas trop bougé en 10 ans. On retrouve des candidats qui ont été soit candidats en 2010 ou en 2015. Et donc, pour ceux qui pensaient, qui espéraient que 2020 serait l'élection du tournant, du nouveau visage, ils sont un peu déçus. Deuxième remarque, c'est qu'il manque quand même 2 poids lourds, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui sans doute ne seront pas du rendez-vous. Cela dit, est-ce qu'ils vont peser
dans le rendez-vous, comment ils vont peser. Naturellement, ils vont peser puisqu'ils ont des partisans. Est-ce qu'ils vont participer au jeu? Est-ce qu'ils vont s'abstenir? C'est notre question et qui se pose. Et puis, bon, finalement, en ce moment, à chaque fois que les élections approchent, on a des craintes. On espère, comme le président l'a dit, que les élections seront apaisées. Et dernier commentaire rapide, c'est que ça s'aperçoit tout de suite, c'est qu'il serra un peu la campagne. Le président de la République va s'appuyer sur un bilan qu'il trouve satisfaisant. Ensuite, qu'il a même trouvé le mot exceptionnel, plus une vision pour renforcer son bilan. Et de l'autre côté, on a l'opposition qui va revenir sur des mots comme paix, réconciliation, développement, mais surtout paix et réconciliation parce que je pense intelligemment dans l'analyse qu'ils ont faite des 10 années à Alassane Ouattara, ils savent très bien que c'est sur ces questions de paix, de réconciliation, d'état de droit qu'ils peuvent plus grignoter des points que sur la question du développement. Donc c'est à peu près les débats qui sont lancés. César Eto'o. Il faut dire tout de suite que d'ici le lundi, je crois que c'est le lundi qui est le 31, c'est cela. La candidature de Laurent Gbagbo sera déposée. Ça, je peux vous donner la primaire de l'information. On remarque, comme il a dit, comme a dit Arthur, qu'on reprend les mêmes acteurs. Il y a quelque chose de frappant. On dit que nous tournons déjà autour d'une dizaine de candidatures. Nous pensons qu'on va rester autour d'une dizaine de candidatures. Cela veut dire que l'institution du parrainage, l'institution de la caution, l'évaluation, la réévaluation de la caution. À la hausse. N'est-ce pas? À 50 millions au lieu de 20 millions. Tout ça n'a rien changé. C'est-à-dire que ceux qui sont entre griffes, qui font de l'élection présidentielle de la plaisanterie, sont toujours là, en train de poser leur candidature. Mais on n'a pas encore l'assurance qu'ils aient réglé le chèque de 50 millions tous. Hein. Quand ils savent qu'ils n'ont même pas les dossiers au complet, ils vont aller déposer quand même. Alors, après le tri, on va se retrouver comme en 2000, comme en 2010, autour d'une dizaine de candidatures, parce que c'est le pays même qui est organisé comme ça. Mais l'autre chose qui est frappante, c'est que chaque candidat emploie au moins un de ces 4 mots: paix, cohésion, réconciliation, ordre. Donc il y a de la nation à construire. Et c'est sur cette base-là que peut-être nous allons avoir échangé en parlant justement, avant d'arriver au programme de gouvernement, au projet de société, il faut bien qu'on parle de la façon dont ces élections-là vont s'organiser pour pouvoir atteindre ces objectifs de construction de la nation. Très bien. Très Bernard. Oh oui, comme les uns et les autres l'ont déjà signifié, je constate que les candidatures déjà déposées reflètent plus ou moins la configuration de la scène politique en Côte d'Ivoire qui est dominée depuis 30 ans par 3 grandes formations que sont le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien et aujourd'hui le RHDP. Alors, ces 3 cadres sont présents. L'exception que je note, en plus, César vient de dire que Laurent Gbagbo va déposer d'ici le lundi. Ça veut dire que c'est le retour à la case départ. Les 3 grands, comme on les a appelés, seront encore de ce rendez-vous, même si j'ai quelques réserves sur la candidature de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi? Puisque pour pouvoir être candidat, il faut d'abord figurer sur la liste électorale. Et à ma connaissance, M. Gbagbo ne figure pas sur cette liste, même si toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Voilà. Ce que je note également, c'est que 2020 est une particularité. Chacun de ces 3 grands, part avec, je dirais, peut-être son clone. Le RHDP de M. Alassane Ouattara est un peu fragile avec le départ de Mabry qui a tenu sa convention. Le Front populaire ivoirien, Afinguessan, qui est candidat, et il y a des gars qui sont à côté. Il y a un autre blanc qui se réserve. Et le PDCI-RDA avec une bonne flanque au RHDP. Donc c'est vrai, c'est le serpent qui serait mort la queue, mais avec quelques différences près. Très bien. Docteur François Conan. Oui, en même temps que je me réjouis de ces candidatures qui se signalent, moi plutôt je suis inquiet parce qu'il y a des difficultés en suspens qu'on n'a pas eu le temps de régler. J'espère que dans le déroulement du processus, il va y avoir
de la bonne volonté pour régler ces problèmes. Alors, je note que ce n'est pas principe. Avant d'aller plus loin, vous pouvez revenir, révéler ces D'accord, problèmes. oui. Ces problèmes, c'est des anomalies sur la liste électorale. Il y a le problème du troisième mandat du président Alassane. Il y a des électeurs, par exemple, qui sont en surplus dans certaines régions. Et le PDCI et le FPI les ont relevés. Et ces problèmes ne sont pas encore épuisés. Est-ce que dans la suite de l'événement, dans la suite du processus, on aura le temps de régler ces problèmes avant d'aller véritablement aux élections? C'est ça le problème que je pose. Et dans ce cadre-là, il faudrait qu'on instaure véritablement un dialogue politique pour régler ces problèmes. Par exemple, Mme Gbagbo a noté hier qu'il y a 7000 inscrits sans père ni mère, 35 Burkinabés en position de carte d'électeur, 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote, etc. etc. C'est des problèmes qui sont réglés par l'opposition et qui ne sont pas encore touchés, réglés, pas encore traités. Et on se lance dans la course sans véritablement s'asseoir pour les régler. Donc c'est mon inquiétude qui est là. Antoine Assalé Timoko. Bien, je pense qu'un cycle de 10 ans, non, j'allais dire 9 ans, parce que le mandat du président Ouattara, dans le principe, si on veut tenir compte de ce qui s'est passé après la crise post-électorale, normalement devrait courir jusqu'en mai 2021, puisqu'il a prêté serment en mai 2011. Mais à la nouvelle constitution, les compteurs sont remis à partir de 2020, y compris l'élection des députés qui devrait se faire en décembre 2020. Alors, donc, ce cycle-là s'achève et en principe, les Ivoiriens, pour beaucoup, avaient espéré qu'une page allait être tournée et que nous rentrerions dans une nouvelle Côte d'Ivoire avec le paysage politique qui est recomposé, avec de nouvelles têtes, de nouveaux visages. Malheureusement, le constat est devant nous, c'est factuel. C'est la même classe politique qui régente la politique en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 30 ans, qui revient encore en force, qui revient encore dans la bataille et qui va aller s'affronter dans les urnes avec en prélude des discours qu'on ne voudrait plus entendre, mais qui vont revenir. Ça, c'est clair. Le docteur disait qu'il y avait des questions lancinantes qui n'avaient pas été traitées et malgré ça, nous sommes en train d'aller dans le processus qui évolue. Je crois qu'il y a on a écouté le président de la CEI sur la radio internationale qui disait que l'élection au niveau des bureaux locaux de la CEI devait se faire du 16 au 28 août. Malheureusement, cette élection n'a pas eu lieu parce que les commissaires qu'on a envoyés pour faire ça, le PDCI n'a pas désigné ses représentants, donc cette élection n'a pas eu lieu. Mais en même temps, il a dit que la CEI n'attendra pas éternellement. Ça veut dire que ces questions risquent de ne pas être tranchées et qu'on va tomber déjà dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui va donner la liste des électeurs. Au PDCI même, des questions ont été soulevées sur ce que François vient de lire, des électeurs qu'on a trouvés dans tel bureau de vote, des personnes nouveau-nés qui sont sur nouveau-nés, des personnes qui ne seraient pas ivoiriennes. Mais la question de fond, c'est que malgré tout ça, les partis d'opposition qui ont fait ces constats n'ont pas saisi la CEI dans le cadre du contentieux électoral. Donc, quand vous n'avez pas saisi la CEI et que le contentieux est fini, ces questions-là, à quel moment on va les traiter? Ça veut dire que pour la CEI, cette affaire est finie et elle s'en va pour faire les élections. Mais on ne peut pas revenir encore sur des questions alors que vous n'avez pas saisi la CEI. Donc, moi, ça a été des questions. Même le PDC lui-même dit que la CEI n'est pas légalement constituée. Le représentant qu'ils ont désigné pour siéger à la commission centrale n'a pas encore prêté serment. Alors que le ministre a désigné les gens pour faire la cérémonie. Il n'est pas venu. Mais malgré ça, le président Bédié est parti déposer sa candidature devant cette CEI qui n'est pas encore composée. Bon, tout ça, il y a un peu de cohérence et d'incohérence qui ressort qu'on ne comprend pas. Peut-être pour lancer un peu, pour ne pas que nos participations là s'embourbent, je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne vit plus en vase clos. On vit avec une opinion nationale très développée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais on vit aussi avec une communauté internationale qui surveille tout. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ces deux communautés ont l'impression que tous ceux qui posent des revendications pour que des élections soient bien organisées
n'ont pas envie d'aller aux élections. Le temps presse. Certains vont dire, ah voilà, ils sont en train de travailler pour qu'il n'y ait pas élection le 31. Opposition comme pouvoir, tout le monde est en train de prouver que chacun est décidé et impliqué dans l'organisation des élections qui vont avoir lieu. C'est pour ça que les gens déposent leur candidature. Je peux vous le certifier. À partir du moment où cette affaire de candidature, c'est-à-dire l'implication dans l'organisation et dans la tenue effective des élections sera traitée, c'est-à-dire dès que les candidatures sont déposées, ce à quoi nous allons assister, c'est les revendications pour avoir une organisation propre, une organisation d'élection propre. Et c'est ce qui va se passer. François Konan voulait réagir. Oui, il disait que le PDCI ne faisait rien pour arranger les choses. Moi, je vous dis simplement que les gens ils demandent un audit international sur la liste électorale. C'est ce qu'ils attendent. Parce qu'ils ont fait un certain nombre de revendications. Ils attendent que ces revendications soient satisfaites pour aller allègrement s'intégrer. Le président de la commission électorale indépendante que nous avons reçu sur ce plateau a donné quelques éléments de réponse aux revendications, aux déléances du PDCI-RDA et de l'opposition en général, notamment sur le cas de l'audit international. Il a indiqué que, comme Assalé l'indiquait, ils n'ont pas procédé par la voie légale dans le cadre du contentieux électoral. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce sont des partis politiques qui sont dans l'opposition et qui estiment qu'il y a certaines anomalies sur la liste électorale. C'est pour ça que le contentieux électoral existe. Oui, mais rien ne prouve qu'ils n'ont pas, parce que là, on est dans un dialogue dessous, rien ne prouve qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Ce que moi je veux dire, c'est que, vous voyez, il ne faut pas donner l'impression que ce pays-là est une jungle et que les lois n'existent plus parce qu'on est dans l'opposition. La loi dit, quand on a affiché la liste provisoire, on ouvre ce qu'on appelle le contentieux électoral. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi qui le dis. Et quand on vous a remis la liste électorale, que vous avez constaté qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, la loi dit, vous avez tel délai pour saisir l'organe qui a fait cette liste-là, pour dire, voilà les anomalies, nous voulons que vous les retiriez. Bon, la loi dit ça, vous ne saisissez pas cette loi-là, vous ne saisissez pas la procédure. Vous dites non, on demande un audit international. Mais commencez d'abord, prenez les gens au mot, faites la démarche. Si ils démontrent qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils ne font pas les corrections, en ce moment-là, vous pouvez vous plaindre. Assalé, juste quelques questions. César Eto'o, c'est moi qui mène le débat, s'il vous plaît. Allons-y. Arthur Banga. Bon, je vais calmer un peu les choses, parce que il y a, dans notre pays, il y a une chose qu'on peut comprendre, que quelqu'un n'ait pas confiance aux institutions régaliennes. Très bien. C'est tout à fait normal. Voilà. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à un moment, n'ont pas eu confiance aux institutions régaliennes, etc. Mais pour abonner un peu dans le sens d'Assalé, il faut quand même pouvoir prendre les gens au mot. Voilà. J'ai constaté qu'il y a des choses fausses, des anomalies. OK. Je n'ai pas confiance à l'État ou à la CEI. C'est pas bien grave. Je vais les avoir au mot. Je vais poser quand même ce problème. Voici ce que j'ai constaté. Je pose le problème à la CEI. Si elle ne le résout pas, en ce moment-là, j'ai la preuve. C'est un peu comme... On a l'impression en Côte d'Ivoire que quand il y a un sujet, tout le monde cherche l'argument négatif plus que du positif, plus que de la construction. C'était la même chose sur les marches, sur les contentieux qu'on a. Essayons de créer un cadre pour discuter. Et c'est là que j'en veux toujours aux chefs traditionnels et à certains chefs religieux quand ils balancent dans la politique et quand ils décrédibilisent leur institution. Parce que si on avait ces chefs-là Ce serait une sorte d'autorité morale. Chez qui on pouvait se plaindre. Mais c'est même toujours amusant de vouloir avoir un audit international, de vouloir avoir recours à la FIFA, de vouloir avoir recours à la communauté internationale, comme si nous étions dans... Mais je comprends que des gens n'aient pas confiance à l'institution. Il faut quand même essayer de la prendre au mot. Je pense que si le PDCI et toute opposition, d'ailleurs, ce n'est même pas qu'à eux, la société civile, à tous les citoyens, on n'a même pas, sur ces questions, on peut avoir une société civile forte. J'expliquais à des gens la semaine passée que je rencontrais que dans chaque ville, la société civile peut créer même une CEI locale pour vérifier les résultats, les compiler avant même que ce soit fait officiellement. On l'a vu en 2015, je crois, la Poésie bien quoi, qui a donné un taux différent de la CEI, qui a maintenu son taux de participation. La CEI est revenue sur le taux de participation de cette organisation. Parce qu'elle a mis un mécanisme. Il faut aussi essayer de piéger, de sortir
intelligemment de... On vous a bien compris. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui. Bernard n'avait pas encore réagi depuis. Oui, écoutez, moi je pense qu'en politique, il y a ce qu'il faut appeler responsabilité en ce moment. Assalé l'a dit, les élections obéissent à un processus qu'on appelle processus électoral. Et dans ce processus électoral, il y a une étape qu'on appelle le contentieux sur la liste électorale. On est arrivé à cette étape. Vous êtes un parti politique. Vous n'êtes pas allé à ce contentieux. On boucle ce contentieux et vous vous promenez de plateau en plateau pour dire qu'il y a des milliers de Burkinabés, il y a des nouveaux-nés, il y a des gens qui sont nés vers 1800, qui sont présents sur cette liste électorale. Nous ne pouvons se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous ne l'avez pas fait, vous assumez. Mais si moi j'étais à la place des partis politiques qui développent ce type de thèse, mais écoutez, leurs militants doivent les poursuivre pour manquement grave de légèreté. On ne peut pas, vous ne pouvez pas constater cela et le laisser et aujourd'hui venir réclamer un audit international. Quand le contentieux a été ouvert, vous êtes où? Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire. Je pense que c'est un processus. En toute chose, il faut avoir confiance aux institutions de son pays. Et sur César, tout à l'heure, a parlé de la communauté nationale et internationale qui observe ces élections. Mais je suis heureux que ça provienne de la bouche de César et tout. Notre passé très proche nous regarde. Il n'y a pas longtemps, on parlait de communauté dite internationale, ou honte à la communauté internationale. Aujourd'hui, on estime que aujourd'hui, on estime qu'il faut regarder un peu, s'il te plaît, Ali. Aujourd'hui, on estime que pour ces élections, il faut que tout le monde intervienne. Mais si nous-mêmes, là, nous n'avons pas confiance aux institutions de notre pays, personne ne viendra le faire à notre place. C'est entendu. Merci beaucoup. César Eto'o voulait réagir tout à l'heure. Vous savez, Ali, tant qu'il s'agit de parler des chiffres d'électeurs, qui force le jeu, c'est facile à régler par la CEI. Je vous donne 2 chiffres, répétés par le ministre Kakou Dikawi pour le compte du CDRP, la plateforme. Et je répète ces chiffres de la part de Simone Gbagbo qui a fait une conférence de presse voilà, hier. Le plateau, la commune du plateau, juste à côté, en 2015, il y avait 24 000 électeurs. En 2020, il y a 66 000 électeurs. C'est-à-dire le plateau que vous voyez, qui n'a aucune opération immobilière, en 5 ans a enregistré 42 000 électeurs de plus que par le passé. Port-Boué, la commune de Port-Boué, avec tout ce qu'il y a eu comme casse, dégapissement autour de l'aéroport, sur la plage, à Gonzagueville, toutes ces populations parties, on est passé de 97 000 électeurs en 2015 à 134 000. C'est-à-dire qu'on a chassé les gens et on retrouve 36 000 électeurs en augmentation. Ouais, ces genres de chiffres ne peuvent pas être corrigés par la CEI. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ses codes, dans ses missions. La CEI organise les élections, enregistre les électeurs, publie cette liste, ceci a été fait, mais ce n'est pas à elle d'auditer, c'est le gouvernement. Donc quand l'opposition parle, c'est au gouvernement que l'opposition s'adresse. Il faut qu'on s'asseye pour voir ce qui ne marche pas sur cette liste-là. Non seulement le contentieux ne portera pas sur... la CEI ne pas... Mais ça fait partie des irrégularités. Ça, c'est pas grave. Mais j'ai vu... On laisse César Eto'o terminer. J'ai vu des cadres du parti au pouvoir et le président de la CEI défendre sur ce même plateau ces accusations, se défendre de ces accusations en disant tout ce qu'on dit là, ça ne peut pas faire plus de 3% de l'électorat. Mais mes frères, on gagne une élection à 50% plus une voix. Quand vous allez déjà à 3%, c'est trop. Donc le gouvernement s'adresse, l'opposition s'adresse au gouvernement pour que le gouvernement veille. Parce que c'est quand même le gouvernement qui a nommé la CEI. Absolument. Voilà. Saleh. Je vais juste dire un truc, parce que, ouais, dans ce pays, on doit faire un peu attention. Quand nous venons sur des plateaux en tant que journalistes, nous devons essayer d'éclairer les populations en disant des choses qu'elles peuvent vérifier, des choses qui font avancer le débat. Le contentieux sur la liste électorale concerne tout. Vous découvrez dans une ville qu'il y a 5 000 habitants et que leur liste électorale fait 1 million d'habitants, c'est un problème. Il faut signaler ça à la CEI. Il faut signaler. Ah mais bien sûr, c'est le contentieux. Il dit que ça ne fait pas plus de 3%. Non, c'est pas la CEI qui a dit ça.
Donnez-moi le document qui dit ça. C'est le président de la CEI qui a dit ça, sur ce plateau. Mais je ne dis pas ce que le président de la CEI a dit sur ce plateau. J'ai dit, est-ce que vous avez saisi la CEI de cette irrégularité-là? Est-ce que vous avez fait une réponse physique? À partir du moment où le président de la CEI défend ça, on s'adresse au gouvernement. Non, ce n'est pas vrai. Le cas du plateau, ça m'interpelle parce que c'est moi qui ai fait une enquête sur le plateau. Au plateau, il y a 8000 habitants. L'enquête, on l'a faite en 2016, avant les municipales de 2018. 8000 habitants, il y avait 76 000 inscrits au plateau. 2016, c'est pas maintenant. Donc ne faites pas comme si ça a été créé. Le plateau a une liste électorale qui est hors norme. Et ça, les gens ont expliqué ça. Pour dire que les Ivoiriens viennent faire leur activité au plateau, ils viennent travailler au plateau. Quand ils viennent faire leur travail, qu'il y a l'enrôlement, ils s'enrôlent sur place là. Depuis 2016, c'est pas maintenant, hein, j'ai les documents. C'est moi qui ai fait l'enquête. Donc le plateau là, c'est pas ceux qui vivent au plateau, qui sont sur la liste électorale du plateau. Au plateau, il y a 8000 habitants. Il n'y a pas 50 000 habitants au plateau. 8000. Ce que tu ne dis pas dans ton enquête, c'est que des gens sont allés ramasser des populations quelque part. En 2016, en 2015, pour les élections de 2016, je n'ai pas envie de dire le nom quelque part ici, hein. Des gens sont allés ramasser des électeurs. Non, mais alors, s'il vous plaît, on va pas faire une fixation. On va pas faire une fixation sur le cas du plateau. Oui, ça allait vous terminer rapidement. La loi, jusqu'en 2020, autorisait les gens à aller ramasser les gens partout pour venir les enrôler où ils veulent. C'est une loi. C'est en 2020 que le nouveau code électoral, en son article 9, punit maintenant la transhumance de ceux qui ne vivent pas là et qui sont... Mais si vous n'avez pas retiré ceux qui ont été enrôlés depuis 2016, avant que la loi ne rentre en vigueur, ils sont encore sur la liste électorale, vous ne pouvez rien faire comme ça. Donc c'est un fait. Ne dites pas qu'il y a une intention massive. Donc il faut frauder, s'il vous plaît. il faut savoir. Comment? Très bien, Salé, on vous a bien compris. Salé Timon, on vous a bien compris. César et tout, s'il vous plaît. Athieu Banga, vous avez la parole. Je vais dire une chose, pour parler un peu dans le sens de la Salé. La loi me demande qu'on révise annuellement la liste. Exactement. Ce qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire. Et on attend à la veille des élections pour parler de liste électorale. On a l'impression que la liste électorale se fait quand il y a les élections. Non, il faut le faire tout le temps. Voilà. Et deuxième chose, moi, sans être juriste, quand on me dit contentieux, c'est-à-dire que je saisis tout ce que je trouve d'anormal. Et donc, plutôt que de venir sur un plateau de télévision pour dire j'ai constaté ci, j'ai constaté ça, c'est qui sera sans effet. Au moins aller vers l'institution, même si je ne lui fais pas confiance. C'est normal, hein? Moi je ne demande pas à quelqu'un de... La confiance, elle est personnelle. Quelqu'un peut ne pas avoir confiance en son État, il en a le droit. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, faisons confiance en l'État, mais il y a 10 ans, ne disaient pas la même chose. Voilà, en ce moment-là, ils n'avaient pas confiance en l'État. Quand l'État, c'est eux, ils demandent de faire confiance en l'État. Ça, c'est mal prendre le problème. Les gens n'ont pas confiance en l'État. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient confiance? Mais même là, comment on piège en quelque sorte l'État? Je sais que c'est mon volet, mais je vais. Voilà, on a remarqué tel nom, on a posé à la CEI tel jour, et elle n'a pas répondu. C'est la preuve même que cette CEI-là n'est pas crédible. Tout à fait. À ce moment-là, on demande un audit international. Mais quand le peu qu'on a, on ne veut pas le faire vérifier. Parce que c'est ça le rôle des partis politiques. Les partis politiques bénéficient d'un financement public pour faire justement avancer la démocratie et veiller à ce que la liste électorale soit conforme, c'est veiller à ce que la démocratie avance. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Voilà. Au-delà des choses qu'on peut avoir comme souci. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de créer tous le schéma d'une crise. Voilà. Parce que quand je dis ça aujourd'hui et que je ne vais pas le corriger, c'est pour dire demain, écoutez, de toute façon, je n'avais pas gagné parce que j'ai déjà montré ça. Et en ce moment-là, on décrédibilise les choses, quoi. Voilà. François Conan? Est-ce que vous savez qu'il y a une grave crise de confiance en Côte d'Ivoire entre les fils et les filles de ce pays? Tel que la justice ivoirienne traite les dossiers, tel que le gouvernement s'organise pour ne pas donner de terrain à l'opposition, il y a une grave crise. Il y a une grave crise. Quand une opposition en appelle les institutions internationales pour venir traiter un sujet d'ordre national, c'est qu'il y a véritablement une grave crise. Il faut tenir compte de cela. Et vous faites comme si on n'a pas envie. Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie que les problèmes se règlent, mais c'est parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Si il a fallu que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vienne
donné des instructions, des instructions à la CEI pour dire qu'il faut revoir les CEI locales pour que l'État prenne cela en compte. C'est très bien. Les gens ont crié depuis le début qu'il y a un véritable déséquilibre entre à la CEI. Et certains observateurs avaient indiqué aussi que ce déséquilibre est très lié à la politique de la chaise vide pratiquée. Non. Ali, c'est pas comme ça. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. Laissez François Conan terminer et je vous donne la parole. Alors donc, il appartient à l'État. Donc vous pouvez saisir la CEDEAO alors? Non. Mais ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Plus confiance à la CEDEAO aussi. S'il te plaît. Je te donne la parole tout à l'heure. Ils n'ont plus confiance à la CEDEAO. S'ils en appellent aux institutions internationales, c'est qu'il y a un problème. Il faut en tenir compte. Très bien. Voilà. Très Bernard. D'accord. Et je suis encore heureux que Dr François Conan évoque l'assistance de la communauté internationale. Il a évoqué un cas de crise de confiance entre les fils et les filles de ce pays. Soit, je lui concède cela. Mais commençons-nous d'abord même par nous conformer aux lois de notre pays. On a un processus électoral. On a une période de contentieux. Vous laissez ce contentieux et vous allez chercher la solution à l'international. Si cette communauté internationale vient, écoutez, est-ce que vous avez respecté la période de contentieux? Qu'allez-vous dire? Il faut d'abord commencer par vous conformer à ce qui existe déjà. C'est pourquoi moi je parle de légèreté, de manquement grave. Quand on est un leader politique, quand on est un responsable politique et qu'on a des financements publics, c'est-à-dire que l'argent du contribuable pour faire avancer la démocratie, et que vous le voyez avec ce processus, vous n'êtes plus digne de confiance. Très bien, on va pas s'éterniser sur cette question. Oui, rapidement. Je voulais signaler à François que, avant que le PDCI n'aille saisir la Cour africaine des droits de l'homme, le PDCI avait fait un recours au niveau de la justice ivoirienne. Et c'est parce que la justice ivoirienne a refusé son recours, a rejeté le recours que le PDCI allait saisir. Rejeté. Oui, mais ça peut être rejeté. Alors, très bien. Alors, on a entendu. Oui, Arthur. François, et César, ce que je dis, moi, je comprends. Hein, je ne veux pas condamner quelqu'un qui n'a pas confiance. Il a sans doute ses arguments. Mais je dis, il faut rendre ces contestations, il faut pouvoir tirer profit de ces contestations. Voilà. Chercher alors qui saisir. Si je ne veux pas saisir la juridiction nationale d'abord et ensuite la piéger, mais on peut même chercher, est-ce que la CEDEAO ne peut pas trancher sur ces questions, mais plutôt que de rester sur un plateau et parler, il faut chercher plutôt à agir, c'est ce que moi je dis. Voilà, agir soit en saisissant les tribunaux nationaux ou les tribunaux internationaux, si vous voulez, mais ne pas rester comme ça. Très bien, on va pas s'éterniser sur cette question. Juste un point. Oui, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que, comme on parle de manque de confiance, il faut toujours situer l'opinion pour qu'on sache pourquoi l'opposition veut discuter aujourd'hui avec le gouvernement. Vous savez, c'est en 2010, après l'élection de 2010, le paysage politique a changé. Or, à la CEI se trouvaient les partis politiques, la société civile et les organisations rebelles. Il n'y a plus de rébellion. Les religieux. Bon, à partir de 2010, il n'y a plus de rébellion. Donc, l'atmosphère a changé. OK. L'opposition demande à partir de 2012, à partir de 2012, il faut qu'on réorganise la commission électorale. Le gouvernement a fait la sourde oreille et en 2014, la CEI qui a été attaquée par une organisation de la société civile devant la Cour africaine a été mise en place. D'où la transposition de nos problèmes vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis ce moment-là, l'opposition ne fait plus confiance à la CEI. D'ailleurs, le gouvernement, je vais dire, le PDCI a saisi la justice en Côte d'Ivoire pour trancher un problème. Ça n'a pas été fait. Il a fallu que le PDCI se déporte. Donc aujourd'hui, l'opposition cherche tout simplement à remettre et le gouvernement et l'opposition elle-même autour de la table de discussion pour qu'on cesse, pour qu'on casse le manque de confiance qu'il y a entre les Ivoiriens les uns les autres. Voilà le problème qui se passe. Alors, quand vous entendez l'opposition en train de crier très fort, il y a telle anomalie, c'est à vous de dire « Ah, on veut les rencontrer pour savoir ce qui se passe ». Il n'y a pas ça. Chacun vient pour défendre la liste électorale qui est truffée d'anomalies. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien entendu. Alors, nous serons à cette élection présidentielle dans exactement 65 jours. N'est-ce pas? Les candidats ont déposé leur candidature. Est-ce qu'on est en train d'aller vers
Une autre finale, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo aussi. Comment César Eto'o a dit quoi? J'ai dit Laurent Gbagbo, il faut ajouter. Oui, d'accord, mais la candidature n'est pas encore déposée, c'est pour ça que j'ai pas Ça dit. sera déposé d'ici lundi. Alors, vers quelle affiche allons-nous? Bon, d'abord, logiquement, hein, je n'ai pas l'espoir de César Eto'o sur la candidature de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, qui seront absents, qui seront les tendances, à mon avis, Soro s'est retiré. Absentes de l'élection. Il s'est pas retiré, s'il vous plaît. Donc, effectivement, on aura le président Alassane Ouattara en favori et naturellement Henri Konan Bédié en challenger. Voilà. Mais pour qu'on ait ce face-à-face, il faut qu'on arrive au moins un deuxième tour. Donc, c'est-à-dire quel rôle, quel poids auront les autres candidats, hein, Afingissant, Mabrito, Akes, est-ce qu'ils pourront contraindre au deuxième tour ça? Pour moi, Alassane Ouattara a pour lui son bilan, le fait qu'il soit le parti au pouvoir, le fait qu'il ait son retour comme candidat, même si ça a été contesté par l'opposition, a quand même cimenté son bloc RHDP, donc éteint ou reporté à plus tard tout ce qu'on peut avoir comme velléité d'indépendance de certains cadres. Donc, pour Henri Konan Bédié, qui pour moi sera sans doute le poids le plus important de l'opposition, il y a deux choses. Convaincre, donc, à mon avis, hein, ceux qui seront absents, ça se joue beaucoup là pour lui. Moi, je pense que, est-ce qu'il sera le candidat de toute l'opposition, c'est-à-dire y compris de l'opposition qui ne participera pas, qui ne pourra pas participer directement aux élections. En d'autres termes, est-ce qu'il pourra séduire l'électorat de Laurent Gbagbo ou avoir un accord avec eux, séduire, obtenir l'implication de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro avec lui? Ça peut le faire. Deuxième chose qui est importante pour lui, à mon avis, ça sera comment il va mener sa campagne. Parce qu'aujourd'hui, toutes les accusations qui viennent, c'est qu'il est âgé, c'est qu'on ne sent pas de programme. Donc si pendant la campagne, il montre un dynamisme, il s'est replacé autour de lui des jeunes qu'il en a, et qu'il montre finalement un programme qui peut être novateur, en ce moment-là, oui, il peut inquiéter un peu plus le président de la République, on pourra avoir ce face-à-face. S'il ne réussit pas ces quelques conditions, je crains fort que ce soit une victoire plutôt annoncée. Donc, très bien. Voilà. César Eto'o? Je constate que mon cher ami a déjà validé au niveau du Conseil constitutionnel la candidature illégale et inconstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel annulera cette candidature. Alors, ça, c'est du pragmatisme. Maintenant, l'opinion sur la légalité ou l'illégalité, pour l'instant, c'est le Conseil constitutionnel qui a ce boulot-là. Donc bon, à partir de ce moment, dès qu'il n'y a plus de doute comme ça, vous comprenez que ce que nous craignons risque fort de se passer et c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, César Eto'o? Ça veut dire que nous allons encore vers une crise. Il n'y a rien à faire. Au lieu d'aller à une élection où les choses sont remises à plat, on s'organise pour dire, bon, tel candidat, même si sa candidature est illégale, le Conseil constitutionnel ne pourra pas rejeter. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est mon opinion. Oui, moi je concède ça, vous savez. Mais à partir de ce moment, vous ne pouvez plus demander aux autres de respecter une loi que vous n'avez pas, vous-même, vous avez violée. Ça va être difficile. On va vers quelle affiche pour vous? On s'en va vers l'affiche de 2010. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Je vous ai dit ici que le lundi, Laurent Gbagbo, sa candidature va être déposée. Bon, peut-être je vous ai pas dit pourquoi. Simplement parce que aujourd'hui, tous ceux qui pensent que si le FPI, fidèle à Laurent Gbagbo, réclame des changements à la CEI, c'est parce qu'ils ont envie de boycotter les élections, ils se trompent. Il n'y aura pas de boycott. Mais tous ceux qui pensent aussi que le fait de profiter d'une condamnation politique pour écarter un candidat, cela va marcher, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc on va vers encore des troubles dont le pays n'a pas besoin. Voilà, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut parler, Ali. Assalé? Bien, moi je pense que souvent, sur ce plateau, j'ai souvent du mal à me positionner
Parce que je ne sais pas si c'est en tant que journaliste qu'on intervient ou bien en tant que représentant du parti politique que nous venons intervenir sur le plateau ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... On est en face d'une situation... On est en face d'une situation où moi, je suis toujours dans le pragmatisme, quoi, totalement absolu. Vous avez un pouvoir qui finit son règne après 2 mandats et qui repart à la conquête du pouvoir. Et puis vous avez à côté de lui un monsieur comme Afin-N'Guessan qui est le candidat du FPI. En tout cas, du FPI choisi. Légal. Bon, choisi, moi je ne sais pas, du FPI légal. Choisi. Après Afin-N'Guessan, vous avez d'autres candidats qui vont venir à titre indépendant, KKB et comme ça. À côté de cette entité-là, de ce bloc-là, vous avez les gens du RHDP qui ont quitté la mangeoire et qui, frustrés, sont candidats. Moi, je ne les vois pas. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous ceux qui ont au RHDP et qui ont quitté le RHDP il y a à peine 9 mois et qui sont devenus opposants. Ceux-là, je les considère comme les candidats du parti au pouvoir. Henri Konan Bédié aussi? Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que... S'il vous plaît, ça c'est dû à ça. S'il vous plaît. Non, on s'informe. Je comprends, mais après on vous donne la parole. C'est à fin 2018 que le PDCI... C'est depuis le bureau politique de juin 2018. Mais ça que je viens de dire, depuis 2018 que le PDCI a quitté le RHDP. Parce que moi, je veux bien voir les critiques qui vont être faites. Quand on a gouverné pendant 8 ans, avec un régime, je vais voir les critiques qu'on va faire quand on est responsable, quand on est aussi co-auteur de tout ce qui a été accompli sous ce régime. Il y a quelques jours, on a écouté Mabry Touakeus, qui critique maintenant, lui il est parti il y a à peine 2 mois, qui critique des opérateurs économiques qui ont bénéficié de tous les passe-droits sous le régime RHDP. C'est seulement il y a 2 mois qu'il a constaté cela. Un bon témoin. Après avoir passé 17 ans au gouvernement. Donc pour moi, ceux-là, ce n'est pas les candidats qui viennent pour devenir président. Ils viennent parce que quelque chose s'est passé avec le régime en place. Et ils viennent... Non, c'est mon opinion. Ils viennent pour pouvoir récupérer leurs revendications. C'est tout. Et donc on aura un bloc RHDP, le président Ouattara, s'il est candidat, et le président Bédié pour le compte du PDCI. Mais on ne pourra pas faire de vrais débats parce que c'est la même équipe qui est scindée en 2 groupes qui revient à la bataille. C'est ce que j'ai dit. Vous faites comme si, sans le RHDP, Henri Konan Bédié n'aurait pas existé. Mais c'est lui, au contraire, qui a fait le RHDP, qui vous a aidé. Maintenant, vous voyez le nombre de... Non, mais est-ce que vous voyez le nombre de personnalités qui ont quitté le RHDP? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si vous le savez, dites-nous. Je ne suis pas le représentant du RHDP. Mais non, tel que tu parles, on dirait que tu es le représentant du RHDP. Non, développez votre point de vue. Je veux dire quoi? Voilà, il est le problème du parti. Ils ont fait du chemin ensemble. Il s'est trouvé qu'ils ne se sont plus entendus à un certain niveau. Et Henri Konan Bédié ou les autres sont revenus dans leur parti de base pour penser autrement. Parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise au RHDP. Parce qu'on les brimait pratiquement. Henri Konan Bédié, vous avez eu, à un moment donné, des accords secrets, et après vous venez dire que non, des accords secrets. Vous n'avez rien. Non, le problème de l'alternance. Ah, d'accord. Je veux dire, Henri Konan Bédié n'est pas... il n'est pas comptable de la gestion du RHDP. Aucunement, François? Aucunement, parce que tout ce qu'il a envoyé au RHDP, ils sont restés. Les Adjoumani... Ils sont tous restés. Donc, il est revenu à la case départ. Il y a qui à Bédié alors? Vous avez fini, François Konan? Vous avez fini? Vous avez terminé? Je n'ai pas fini. Terminé? Alors, moi, je pense qu'au lieu de perdre le temps à parler Henri Konan Bédié, il représente quelque chose d'important. Et c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Wow. Voilà. Donc, il faut tenir compte de cela. C'est l'espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ne parle pas comme ça d'une personnalité sans respect. Ça, Bernard. D'accord, merci. Excusez-moi, quand on dit qu'Henri Konan Bédié l'espoir de la Côte d'Ivoire, mais c'est son point de vue. C'est son point de vue. Il a le droit de penser. Moi, je suis quand même ahuri quand j'attends certaines choses sur ce plateau. On nous pose une question. Le 31 octobre, il y aura une élection en Côte d'Ivoire. Oui. Qui part favori, qui peut gagner? Et c'est toutes les personnes pour dire
on ne dit pas qui est susceptible de gagner par rapport à son projet. On dit non, si tel est candidat, il y aura la guerre dans le pays. Quelle est cette Personne n'a encore prononcé le mot guerre. S'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Je ne pas courtois, je n'interromps pas les gens quand ils parlent. J'estime que quand on est sur un plateau et quand on pose une question, il faut quand même éviter les fuites en avant. Je parle à mon aîné César et tout. Vous dites que Alassane Ouattara, si sa candidature passe, il y aura une crise en Côte d'Ivoire. Au même moment, vous dites que Laurent Gbagbo sera candidat. Prenez les deux cas. Alassane Ouattara qui est sur la liste électorale, qui a déjà déposé sa candidature, vous dites que s'il est candidat, la Côte d'Ivoire va brûler. Laurent Gbagbo, qui n'est pas sur la liste électorale, qui n'a pas encore déposé sa candidature, s'il pose sa candidature, nous serons dans un Eldorado. Quand même, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on essaie d'analyser objectivement la situation. Nous, je l'avais dit, les trois ténors se retrouvent sur la scène politique. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, et moi je ne parle même pas de Laurent Gbagbo, pas d'Afin Guessan. Ça sera bilan contre bilan. Les Ivoiriens d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. L'Ivoirien de 2000 ou de 2010 n'est pas l'Ivoirien de 2020. Les politiques peuvent tenir leurs discours politiciens, haranguer les foules. Mais celui qui est au village, qu'est-ce qu'il gagne dans ta gouvernance? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Henri Konan Bédié? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Alassane Ouattara? On a la chance que ces trois ténors-là ont dirigé le pays. Non, mais non, je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. Arthur Banga, vous terminez. Rapidement. D'abord, ça, c'est le plus grand mal, le fait qu'on ait un peu le film de 2010. Parce que quand j'écoute Bernard, je vois que c'est le plus grand mal. Parce que l'élection, c'est le futur, on a l'impression que c'est le passé. Quand il dit qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont... L'élection, c'est le rendez-vous des 5 prochaines années. Voilà. Et on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, l'élection sera le rendez-vous... Sur la base de ce qui s'est passé les 10 dernières années. Qu'est-ce que chacun a apporté au développement du pays? C'est ce que je défends. Je comprends. Je ne dis pas ce que chacun a gagné. C'est le bilan que je S'il vous plaît, Bernard, vous aviez compris. Une élection se gagne plus par un projet que par un bilan théoriquement. Voilà. Quoique le bilan va compter, et je pense que personne ne manque d'arguments dans le bilan, on aura le temps de les entendre. Deuxième chose sur laquelle je veux revenir, par rapport à ce qu'a dit Assalé, il faut être trop réducteur aussi. C'est vrai, on est clair, s'il y avait eu un accord entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, le RHDP aurait fonctionné. Ça, on est clair. Maintenant, limiter, dire que parce qu'ils sont séparés, les autres n'ont aucune vision, ne sont là, non, ça c'est réducteur. Voilà. Je pense que je vais être très terre à terre, hein. Quand je suis avec ma femme, quand elle ne sait pas cuisiner, tant qu'on est marié, je le masque. Voilà, ça ne dit pas qu'elle sait cuisiner. Mais le jour où elle sera divorcée, quand tu viendras me voir, je te dirai, en fait, depuis longtemps, elle ne sait pas cuisiner, en quelque sorte. Je lui ai dit que même quand ils étaient ensemble, il faut même regarder les quelques déclarations des bureaux politiques du PDCI ou même surtout du PDCI. Vous verrez qu'avec quelques petits points quand même que certains soulevaient en différence. Voilà. Aujourd'hui, le fait qu'ils soient séparés peut mettre en évidence ces différences. Mais au-delà des différences, il faut que l'élection soit un rendez-vous du projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ces 5 années à venir? Et là-dessus, le fait d'avoir été ensemble pendant 8 ans peut permettre justement à l'un à l'autre de voir qu'est-ce qui n'a pas bien marché durant ces 8 ans. Parce que si le président l'a dit, il y a des choses qui vont renforcer. Donc, quelque chose n'a pas bien marché. Donc, à partir de ce qu'on a fait en commun et qui n'a pas bien marché, on aura aujourd'hui quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Voilà, je vais dire que... là, tu me rejoins, là. Tu me rejoins. Bernard, nous sommes au terme de cette partie. En une minute. D'accord, une minute. Attendez, je ne dis pas qu'on doit regarder dans le rétroviseur, mais quand on parle de projet, c'est sur la base de ce qui a été fait. On a vu des gens qui ont eu des maquettes, des projets futuristes qui n'ont jamais eu un début de réalisation. Mais c'est le concret. Je suis d'accord avec toi. S'il vous plaît. Arthur, s'il vous plaît. Alors, vos 1 minute sont épuisées. Assalé Timoko, en 1 minute aussi. Je veux dire juste en 1 minute qu'il ne faut pas que les gens fuient leur passé. Autant le RHDP a gouverné avec le président Gbagbo de 2003 pratiquement jusqu'à 2010. Et donc le RHDP, dans toute sa composante, est co-auteur, est responsable du bilan du président Gbagbo de 2003 à 2010. On n'a pas eu cette impression durant la campagne. Justement, c'est ce que je dis. Ils ont nié ça, mais moi je le dis ici. Ils sont responsables de la gouvernance de ce qui s'est passé, le bilan. Le PDCI
ne pourra pas se dédouaner Ça, c'est clair. pendant cette élection-là de ce qu'il a fait avec le RHDP. Ça, c'est clair. De 2010 à 2018. Donc, vous ne pouvez pas dire que le PDC n'assume pas le bilan du président Ouattara. Le PDC doit assumer le bilan du président Ouattara. Ne vous moquez pas des Ivoiriens. C'est ce que je voulais dire. On vous a bien compris. Une minute, César Eto'o, une minute. S'il vous plaît, François Konan, une minute, César Eto'o. Je peux parler en une minute. Premièrement, Krabena, le mot « guerre » n'est pas sorti de ma bouche. Vous avez plutôt parlé de crise. Voilà. On est bien d'accord. Moi, je parle de crise. J'étais sur ce plateau il y a à peu près un mois. Il y a à peu près un mois. Moi, je dis, je souhaite que le président Alassane Ouattara ne suive pas les cadres du RHDP qui lui demandent d'être candidat parce qu'il va mettre le pays en instabilité. J'ai dit ça. Vous voyez, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi, tout est consommé. Aujourd'hui, nous sommes à la période de dépôt des candidatures, bientôt de validation des candidatures. Nous sommes journalistes et je parie encore sur l'avenir. Si l'on n'y prend garde, la crise va aller s'accentuant. Parce que depuis un mois que j'ai dit ici que la candidature du président Ouattara va nous créer une crise, ça nous a créé une crise. Aujourd'hui, je pense que la façon dont ces candidatures vont être traitées, ça va nous créer encore une autre crise. Et je le dis. François Konan, une minute. Oui, bon, je ne suis pas en train de répondre à Saleh. Je veux dire que le PDCI n'a jamais fui le passé, que le PDCI, pendant près de 10 ans, a travaillé avec RHDP. C'est parce qu'ils ne se sont pas entendus à un moment donné qu'ils se sont retirés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de projet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de projet. Et ces projets-là, le président l'a dit au dépôt de sa candidature, qu'il y a une véritable question de réconciliation nationale. Parce que depuis quelques années, chacun, on vit tous en vase clos et on ne s'entend pratiquement plus. On est pratiquement en crise et il y a la division un peu partout. Et donc, je pense que chacun puisse proposer aux Ivoiriens ce qu'il a de plus important et de plus intéressant. Donc, s'il veut parler du RHDP, qu'il parle du RHDP, mais qu'il mélange les serviettes et les torchons, ce n'est pas possible. Alors, docteur Arthur Banga, vous bouclez la boucle rapidement en une minute. Juste pour dire que, clairement, le PDC ne gagnerait pas à ne pas assumer ces 8 années de gouvernance commun. Ils ont assumé. Il faut l'assumer. Il faut juste dire qu'à partir de ces 8 ans, il y a des choses qu'on n'a pas comprises ou sur lesquelles on n'était pas d'accord et on veut une nouvelle politique. Mais venir dire que oui, c'est ce qui s'est passé pendant 8 ans, on n'y est pas. Si, vous y êtes quand même, soyons sérieux. Et voilà. Deuxième chose que je voulais dire, pour revenir à votre question, pour moi, clairement, on aura un favori qui est Alassane Ouattara. Et en fonction de comment Bédié va manager sa campagne et l'opposition de façon générale, il pourra le challenger ou pas. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers confrères, d'être venus commenter l'actualité politique ce soir sur NCI.